Jérôme Coulot, justement, c'est peut-être la réponse que beaucoup attendent aujourd'hui, mais pas de pression. Si vous n'avez pas votre boule de cristal avec vous, comment va évoluer le taux des emprunts immobiliers en 2023 et où est-ce qu'on en est peut-être déjà pour commencer aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je n'ai pas de boule de cristal, mais juste vous dire, qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, on aurait des taux de l'usure à 4,24% pour les emprunts supérieurs à 20 ans, alors qu'il y a 14 mois, on prêtait encore autour des 1%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis finalement 14 mois? La fin de la crise sanitaire, couplée à la crise en Ukraine et au début du conflit, ont déclenché, comme tout le monde l'a dit depuis ce matin, une hausse spectaculaire des prix des matières premières et de l'énergie. Et tout ça s'est traduit par une inflation record qu'on n'avait jamais connue depuis le début des années 80. Et donc, comme vous le savez, l'inflation, elle est surveillée par les banques centrales, dont le rôle est de la contenir en relevant les taux directeurs. Et à l'intérieur de l'auto directeur se trouve le taux de refinancement des banques qu'on utilise pour aller emprunter auprès de ces banques centrales. Et donc, mécaniquement, dès que ce taux augmente, le coût de la ressource est plus élevé pour nous, les banques, et ce coût de la ressource, on le répercute sur le prix de l'argent qu'on prête à nos clients. Donc, pour 2023, on ne fait pas de pronostic au niveau de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Simplement vous dire que les taux sont étroitement liés donc au taux directeur de la Banque centrale européenne, qui a relevé le mois dernier à nouveau ses taux directeurs. Donc je ne vous fais pas un dessin. Et à date, on peut constater que toutes les mesures qui ont été prises par la Banque centrale européenne aujourd'hui n'ont pas suffi à juguler la surchauffe de l'économie et n'ont pas réussi non plus à contenir l'inflation. Donc un maintien de la politique actuelle de la Banque centrale est forcément à prévoir. Enfin, la récession, qui quand même quelque part été crainte, n'a pas eu lieu. Donc si l'inflation persiste à ce niveau-là, on peut s'attendre à ce que les taux continuent leur progression, même si on n'imagine pas aujourd'hui qu'ils puissent atteindre les niveaux qu'ils avaient atteints avant la crise financière de 2008. Et pour finir, évidemment, le prix du marché de l'immobilier, puisque c'est le sujet du jour, sera une variable d'ajustement importante. Enfin, sur cette partie de taux, je rappelle quand même que le métier de banquier, c'est de collecter court pour prêter long. Un taux que vous connaissez tous, c'est le taux du livret A. Il est à 3 points. Un certain nombre d'établissements, dont nous faisons partie, proposent des emprunts jusqu'à 3,70 sur des durées de 3-4 ans. Mécaniquement, il faudrait qu'on prête plus si on veut trouver une marge entre les deux. Donc l'année 2023 va forcément voir encore les taux s'apprécier dans les semaines et les mois à venir. Et cela, on l'évoquait en première partie, pèse assez lourdement et notamment sur le profil des primo-accédants. Qu'est-ce qui constitue donc désormais un bon dossier pour les primo-accédants, un dossier acceptable avec lequel ils pourront avoir un emprunt? Alors, question qui n'est pas simple, il n'y a pas de bon ou de mauvais dossier. Tous les dossiers s'analysent, j'allais dire, au cas par cas. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes, sur son territoire, intervient auprès de tout type de clientèle. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur les règles du HCSF. C'est le Haut Conseil de la stabilité financière et qui s'impose à toutes les banques. Ce Haut Conseil, c'est une autorité macroprudentielle française chargée d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble. Donc qu'est-ce que disent ces règles? Elles disent qu'un particulier ne peut pas emprunter au-delà de 35% de taux d'endettement, toutes charges comprises. Néanmoins, chaque établissement peut gérer une poche dérogatoire de 20% de sa production. Donc plus il y a de production, plus la poche est importante, plus on peut accompagner des clients au-delà des 20%. Et à l'intérieur de cette enveloppe, 70% de cette dernière doit être réservée aux primo-accédants. Donc ça veut dire, en traduction, 14% de la production totale des crédits. Donc là, on a un premier élément de réponse pour accompagner les primo-accédants. Un deuxième élément, sur le dossier, un bon dossier de primo-accédant, on l'a déjà évoqué, évidemment, c'est l'apport personnel de trésorerie dans le plan de financement. Cet apport,
dans un premier temps, il va devoir à minima couvrir l'ensemble des frais. Donc les frais, ce sont les frais de garantie, ce sont les frais de dossier et éventuellement les frais de courtage s'ils existent. Et puis, ils vont devoir également couvrir un coût supplémentaire qu'on a beaucoup évoqué ce matin, c'est quand on va se retrouver face à des logements F et G. Puisque là, on a une dégradation quelque part de la valeur du bien et il faut à la fois qu'on puisse couvrir le primo-accédant si demain, en cas d'accident de la vie, il était contraint de revendre son bien, à quel prix pourrait-il le revendre? Donc dans ce cas-là, on pourrait estimer, mais après c'est suivant la valeur du bien, que 10% d'apport supplémentaire pourrait être envisagé. Donc on surenchérit effectivement sur ces logements F et G le coût de l'apport. Alors évidemment, cet apport, il pourrait être substitué par une enveloppe travaux. Et dans ce cas-là, on pourrait utiliser l'éco-PTZ. Je rappelle que l'éco-PTZ peut aller jusqu'à 50 000 € à taux zéro. On est dans une évolution de taux assez importante. Et donc ce produit redevient très attractif. Donc on l'a remis en marché, nous, au niveau de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, pour nous permettre d'accompagner un maximum de clients sur cette partie-là. Donc 50 000 € à 20 ans, à 0%. Donc c'est à la fois une contrainte réglementaire, mais également aussi une contrainte quelque part citoyenne, parce qu'elle nous permet, nous, Caisse d'épargne Rhône-Alpes, d'accompagner nos clients pour maintenir une certaine sobriété énergétique du parc sur notre territoire. Enfin, le troisième élément, qui a, avec deux sous-compartiments, c'est le reste à vivre et l'épargne disponible. Donc le reste à vivre d'un client, ce sont l'ensemble de ses revenus moins ses charges. Et il faut qu'il reste un minima pour couvrir, j'allais dire, le courant. Les dépenses alimentaires, les dépenses d'énergie, de téléphonie, la vie courante. Et puis l'épargne de précaution. On aime bien la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on s'appelle Caisse d'épargne, que nos clients aient un peu d'épargne de précaution pour les moments peut-être un peu plus difficiles ou les moments plaisir pour pouvoir continuer à profiter de la vie. Voilà, donc au final, et en conclusion, je dirais, ne remettez pas à demain votre coup de cœur d'aujourd'hui. Venez rencontrer vos conseillers Caisse d'épargne pour qu'ensemble, on puisse monter le meilleur plan de financement pour votre projet.